Bonjour à tous les amis, comment ça va? J'espère que vous êtes en pleine forme sincèrement, vous et vos familles, en ce week-end de Pâques, où j'espère que vous allez profiter les uns des autres, mais aussi profiter de vous reposer, de prendre un petit peu de hauteur et de recul. Alors, en toute humilité, dans cette petite vidéo, je vous propose d'en prendre un petit peu, notamment par rapport aux ravageurs et aux maladies que l'on pourrait rencontrer dans nos cultures. Alors, on va parler du colza, de l'escourgeon et du blé. À l'occasion d'un tout petit tour de plaine, tout simple. On est toute la semaine en tour de plaine avec Mathieu et on a vu beaucoup de choses, donc c'est sans doute intéressant de le partager ensemble. Je ne sais pas si on le verra ici, mais en tout cas, on va au moins parler des différentes maladies qui composent chacune des cultures et quelles sont les conditions pour favoriser leur développement, ou pas d'ailleurs, et aussi toutes les idées reçues qu'il peut y avoir sur le terrain parfois, sur certaines pratiques. Et vous allez voir que c'est important de connaître tout ça et on l'a sans doute un petit peu laissé sur le rebord de la route. Alors si ça vous intéresse, en route les amis pour ce petit tour de plaine agronomique. Alors commençons par le colza. Il y a 5 maladies qui concernent le colza. Il y a l'oïdium, il y a le sclérotinia, il y a l'alternaria, il y a la cylindrosporiose et il y a le phoma. Donc ce sont 5 maladies très différentes les unes des autres, avec quelques points communs malgré tout. Elles ont souvent besoin d'humidité et de température pour se développer. Alors à part l'oïdium, qui est donc la seule qui aurait besoin d'un printemps sec pour se développer, c'est une maladie de faiblesse, comme on l'a sur les céréales, qui fait une espèce de duvet sur la culture, un duvet blanc, comme une moisissure, pour faire simple. Donc ça se reconnaît facilement. La maladie, le phoma, se développe surtout à l'automne, à partir du mois de septembre, avec certaines températures de douceur. Donc c'est une maladie qui saisit des portes d'entrée comme l'allongement du colza par exemple, qui peut favoriser l'installation du phoma. Alors on joue surtout sur les résistances variétales pour lutter contre ces maladies. Il n'est pas utile à l'automne d'intervenir avec des fongirégulateurs pour lutter contre les phomas. Alors déjà, vous le savez, notre avis là-dessus, ça n'a aucun sens et aucun intérêt technique que de réguler le colza à l'automne. On parle de quelques millimètres, donc ça n'a aucun intérêt. Et pour ce qui est de la lutte contre les maladies, qui pourraient justifier votre intervention, notamment contre le phoma, ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas, ça n'a aucun intérêt technique. Donc ça, c'est déjà fait pour ces 2 premières maladies. Les maladies actuelles qui vont nous concerner sont donc le sclérotinia. Le sclérotinia, c'est un peu différent des autres maladies puisqu'elle concerne la parcelle, c'est-à-dire que c'est un champignon qui est dans votre sol, dans votre parcelle, lié à vos historiques colza, vos historiques tournesol, voilà, qui est présent dans vos sols. Les sclérotes, c'est comme des petits morceaux de charbon tout noirs, qui peuvent être tout petits comme une tête d'épingle, qu'on peut retrouver des fois lors de la récolte du grain, si vous regardez bien votre grain dans la trémie, lors de quelques attaques, ou en triant des semences, comme on le faisait avant, avec des colzas qui n'étaient pas hybrides, n'est-ce pas, pour garder la semence, eh bien en fait on pouvait retrouver des toutes petites sclérotes. Donc ça c'est pour les toutes petites attaques légères, mais une grosse attaque de sclérotinia, on sait qu'en 48 heures, la plante peut être contaminée. Je ne sais pas par exemple en ce moment si mes plantes ne sont pas déjà contaminées. Ça il faut le savoir. Donc ça relativise d'autant nos interventions fongiques, où on essaye de faire au mieux au milieu de tout ça, en essayant d'avoir une floraison de la hampe principale la plus complète possible. Ça peut être un premier stade pour dire j'interviens avec une association de molécules, on le rappelle, en tout cas pour nous, pour essayer de lutter contre le développement et contre la contamination, donc plutôt en prévention de ce sclérotinia, qui va venir empêcher les alimentations et le remplissage du grain dans les siliques. Donc les siliques, ce sont les petites gousses qu'on a ici. Donc ça, c'est important de le dire. Ça peut créer aussi un pied sec, ça peut créer de l'averse aussi dans certains cas lors de grosses attaques. Alors c'est vrai qu'un des moyens de lutte le plus courant et le plus utile, c'est le moyen agronomique. Allonger les rotations colza, bien évidemment. Broyer les résidus de colza, on en a déjà parlé sur la chaîne, pour faire sécher au soleil les sclérotes, les éclater. Elles sont souvent présentes dans les tiges. On peut en retrouver dans des tiges de moutarde aussi. On peut en retrouver dans des résidus de couverts végétaux en ce moment, des sclérotes. Donc c'est important d'aller regarder. C'est vraiment important. Ça ressemble un petit peu à de la truffe, mais vraiment un tout petit peu. Voilà, donc les produits qu'on a aujourd'hui par rapport aux anciens produits, ce sont des produits qui ont très peu de migration dans la plante. Ce qui peut expliquer parfois des stratégies à 2 interventions pour essayer de protéger plusieurs étages. Cette année, on est mal parti pour avoir une floraison longue parce que on n'a pas du tout des conditions météo pour, et ça c'est déjà négatif pour, pour l'aspect fructification, quantité de silique. Le remplissage, on n'en est pas encore là, mais en tout cas pour la présence d'insectes tout simplement.
Donc voilà, donc le risque maladie est élevé, sol humide, présence éventuelle dans la parcelle de sclérote, ça ne s'épand pas de parcelle en parcelle, hein, c'est vraiment intraparcellaire. Par contre, pour les deux autres maladies, l'alternaria et la cylindrosporiose, donc l'alternaria peut intervenir en même temps, plus tard en saison, sur les siliques notamment, hein, on a souvent ça en fin de saison, mais lorsqu'on fait notre intervention fongique à ce moment-là, c'est aussi pour lutter contre cette maladie-là, qui est un champignon qui a besoin de température, hein, plus de 14-15 degrés, d'humidité. C'est la même chose pour la cylindrosporiose qui va vous faire des taches blanches sur vos feuilles. Hein, donc ça fait comme une grosse auréole blanche, voilà, qui peut même blanchir toute la feuille au bout de son développement. Donc voilà, donc ça a un impact sur la photosynthèse, sur le remplissage des grains, encore une fois. Et puis l'alternaria, c'est plus à la fin, ça peut créer des stérilisations à l'intérieur de la silique. On manque de grains à cet endroit-là, hein, si c'est pas à confondre avec des attaques d'insectes, ça c'est différent. Alors en termes de ravageurs aériens, on est relativement tranquille cette année dans beaucoup de régions, hein, puisqu'on a fait un tour de plaine toute la semaine là, avec Mathieu. On a eu peu d'agriculteurs qui sont intervenus par observation, par piégeage. Donc pour les charançons de la tige, hein, donc ça c'est important, du bourgeon terminal. Donc là, il y a aujourd'hui des colzas qui sont en forme de sapin de Noël. Sachez que ce sont liés à des attaques de ces insectes-là, hein, qui ont mangé le bourgeon terminal. Et votre colza ressemble à un sapin de Noël. Il n'a pas la hampe principale présente, et ça on en a vu beaucoup, hein, dans certaines régions, notamment les régions qui souffrent d'humidité, où les gens n'ont pas toujours pu sans doute intervenir. Et en général, les attaques ensuite de méligètes sont souvent dans des parcelles un peu faiblardes qui ont du mal à bien pousser. Il y a toujours une relation, hein, comme pour les altises, entre pouvoir du colza de pousser, pouvoir des cultures en général de bien se développer, et les attaques des ravageurs, comme s'ils venaient là pour éliminer les plantes les plus faibles. Donc voilà en termes de maladies ce qu'on peut retrouver majoritairement, hein, dans le colza, donc 5 maladies, et qui sont pour une liées intraparcellaires, et pour les autres qui peuvent se communiquer entre parcelles. C'est très très important de le dire. Et vous voyez, il n'y a pas de lutte tellement automnale, c'est les variétés et ensuite l'intervention un peu le mieux possible avec les meilleures molécules associées pour essayer de contenir une contamination qui peut déjà avoir lieu lorsque l'on vient pour intervenir. Donc c'est important de le savoir. Alors maintenant, on va aller voir une parcelle d'escourgeon et ensuite on va aller voir une parcelle de blé pour faire le même petit bilan, cette fois en observant un peu plus les plantes, puisque là, comme je le disais, c'est un peu l'ennemi invisible, hein, c'est ça la difficulté pour le colza. Allez, on est parti. Alors on est arrivé dans une parcelle d'escourgeon, hein, donc une orge d'hiver comme on dit, mais les maladies dont on va parler sont aussi présentes sur les orges de printemps, éventuellement bien entendu. Il y a des sensibilités variétales très différentes. Il se trouve que les orges brassicoles sont souvent plus sensibles aux maladies que les orges fourragères, hein, en général. Et il y a environ 6 maladies, en gros, hein, voilà, quelques détails près, qui concernent ces cultures d'escourgeons et d'orges d'hiver et de printemps. Donc la première de ces maladies, c'est la rouille naine. Alors comme son nom l'indique, hein, elle fait des petits points, hein, comme des petits points de rouille sur les feuilles. Ça démarre dès l'automne, il faut des températures supérieures à 5 degrés. On va dire qu'un hiver doux favorise le développement de cette maladie, qui elle est contaminante pour l'ensemble de vos collègues et de vos autres parcelles d'escourgeons. Elle se développe aussi sur des repousses d'orge que l'on peut laisser, hein, ou à l'intérieur de vos couverts végétaux, si vous avez des repousses d'orge, hein, c'est très très important de le dire, hein, on entretient aussi un microcosme à ne pas faire ce qu'il faut pour faire des vraies ruptures, hein, d'où la qualité de couverts qui soit propre, etc. Je n'y reviens pas, de toute façon, 90% des maladies se stockent sur les résidus de récolte ou proviennent de graminées sauvages, hein, donc des problèmes qu'on peut avoir éventuellement en tour de champ, ou pourquoi pas de manière intraparcellaire. Donc là, les rouilles naines ne sont pas les mêmes que les rouilles jaunes ou rouilles brunes qu'il y a sur les blés, on va en parler justement tout à l'heure. Donc ça, c'est la première des maladies. La deuxième des maladies, c'est l'helminthosporiose. Alors j'ai pris mes lunettes, parce que parfois c'est bien utile, hein, pour bien observer les maladies. Donc là, on est sur une orge fourragère, une zébra, hein, donc qui pourtant a une sensibilité variétale et tolérante aux maladies qui n'est pas extraordinaire. Mais pour différentes raisons, on va dire que cette orge est plutôt globalement saine par rapport à des stratégies que nous avons de protection vis-à-vis des maladies. Par rapport à la nutrition, c'est une culture qui n'a jamais peiné, hein, vous l'avez déjà vu cette parcelle, mais bon, j'y reviens pas. Donc c'est très très important aussi, puisqu'il y a quelques maladies de faiblesse. Donc l'helminthosporiose représente en fait, là j'en ai pas à vous montrer, mais c'est pas le plus important. Vous irez regarder, vous allez trouver ça sur internet. On va dire qu'en termes de développement, il suffit de temps comme on a là, des 15 degrés, de l'humidité supérieure à 90%, des humidités saturantes.
Ce sera valable pour la rhinchosporiose, qui est la deuxième maladie la plus nuisible sur les escourgeons. Je vais tourner un petit peu, qu'on puisse bien me voir, voilà. Bien voir le beau soleil qu'on a provisoire. Donc en fait, l'helmintho, elle va suivre les nervures de manière assez verticale. Ça suit bien les nervures, la maladie. Ça fait comme une brûlure un peu jaune. Alors que la rhinchosporiose, c'est plus un point un peu blanc, enfin une tache blanche, un peu comme une brûlure de cigarette qu'on aurait voulu faire sur la feuille. Donc ça, ce sont deux maladies assez nuisibles. Il y a aujourd'hui un traitement de semences qui permet de gérer une de ces maladies, la rhinchosporiose. Ce n'est pas le cas ni pour la rouille naine, ni pour l'helminthosporiose, ni pour les autres maladies dont on va parler derrière. Donc ça, c'est important de le dire. On a les conditions vraiment météo, comme pour le blé, pour beaucoup de maladies du feuillage sur nos céréales. On a vraiment tout ce qu'il faut, des temps à moitié frais, pas trop chaud. Dès que ça va chauffer fort, ça va exploser, ça c'est sûr, puisqu'on a déjà des contaminations. C'est une vingtaine de jours en moyenne pour toutes ces maladies. Pour les voir en symptômes, ça ne veut pas dire que les plantes ne sont pas déjà contaminées en amont. Donc, j'ai parlé, donc ça fait 3 maladies. Il y a aussi l'oïdium, donc qui est une maladie plutôt de faiblesse, qui peut être présente lors d'hiver doux aussi. C'est vraiment là, l'oïdium, pour le coup, ça se développe presque quand ça veut. C'est la pluie qui va limiter presque la propagation. Et puis, c'est très sensible en fonction des types de terre. Ça, il faut le savoir. Il y a vraiment des sols comme les sols de craie, les sols argilo-calcaires qui sont plus favorables au développement d'oïdium, qui est une maladie aussi de faiblesse. Lorsqu'on a des bonnes alimentations, des bonnes structures, c'est cette maladie-là qu'on verra le moins par rapport à celle qu'on a vue auparavant. Il y a aussi la ramulariose qui est assez propre à des régions de France, qui est une maladie qui se développe à partir de la dernière feuille, de l'escourgeon ou de l'orge de printemps, et qui peut avoir des conséquences très très importantes sur les grains. Donc ça, c'est important. Et ça fait comme des petites taches brunes qui pourraient ressembler à de la rouille naine, mais ce n'est pas le cas. Mais ça, en même pas 48 heures, vous avez votre feuillage qui peut vous paraître cramé. Il y a eu beaucoup d'attaques l'année dernière, donc il n'y a qu'une molécule qui gère ça plutôt bien, en préventif, toujours pareil, au moment de la dernière feuille. Donc ça, c'est important de le dire. Si vous êtes soumis dans ces régions-là, ça provient aussi des semences. D'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais certaines maladies aussi vont provenir des semences que l'on va utiliser, qu'on peut acheter d'ailleurs, qui peuvent être déjà contaminées, mais aussi en céréales qui peuvent être de la ferme, qu'on a reproduit sans le voir. Donc ce sera le cas notamment de la maladie fusariose, les fusarioses. Il y a 2 types de fusariose. Sur les blés, elles sont souvent connues, on en parlera tout à l'heure, mais en escourgeon et en orge de printemps, un petit peu moins. Et pourtant, souvent lorsque vous intervenez à la dernière feuille pour votre protection finale, qui peut être l'unique protection dans certains cas, pour des orges de printemps notamment, selon vos stratégies, eh bien, on ne va pas toujours revoir nos cultures avant la moissonneuse-batteuse. Et il faut savoir qu'il y a des fusarioses qui sont des champignons de 2 types. Certaines vont attaquer directement les grains, quand d'autres vont, à partir déjà de la saison, là on en voit une petite tache, à partir du début de saison, on peut avoir des fusarioses qui vont monter le long de la tige. Par rapport à ces temps-là, froid et humide, ça c'est l'idéal. Donc avec des coups de chaleur en fin de cycle, qui peuvent accentuer une sporulation, et donc la protection des épis est parfois pas inutile si on veut conserver une qualité de grain sans les mycotoxines qui sont à l'intérieur. Et ça, c'est important puisque les niveaux de mycotoxines ont été revus à la baisse pour l'alimentation animale mais aussi humaine, car ce sont donc des sécrétions faites par les champignons qui ont des conséquences sur nos grains et sur l'alimentation en général. Donc ça, c'est quand même très très important, le côté sanitaire du grain. Et quand on a des années qui pourraient être comme ça, alternance pluie, soleil, etc., on aura même du mal à lutter, puisqu'on a des moyens de lutte très très peu efficaces, que ce soit en agriculture biologique, il en existe, ou en agriculture classique. Donc la protection des années comme cette année au niveau des maladies risque d'être très très importante. Donc vous voyez, on a fait en gros le tour des 6 maladies concernant les escourgeons et les orges de printemps, qui sont toujours moins malades par la vitesse, pour ces dernières, les orges de printemps, par la vitesse de croissance qu'elles peuvent avoir. Et il faut savoir en jouer et surtout avoir des interventions avec des associations de molécules qui vont gérer l'ensemble de ces maladies, car il n'y a rien de pire que d'intervenir en n'ayant pas la molécule la plus performante sur une de ces maladies qui est la plus présente, d'où l'intérêt de savoir les reconnaître et de les reconnaître de bonne heure. Alors je n'en ai pas parlé parce que j'en ai pas trouvé et j'ai pas une orge malade à vous montrer, j'en suis désolé, c'est dommage, cette semaine on en a vu plusieurs, mais il peut y avoir aussi présence d'insectes au pied en ce moment de vos cultures de céréales et notamment en blé. Alors je vous propose d'aller voir du blé. Et peut-être qu'on en trouvera, et on en parlera donc, mais on va aussi et surtout parler des maladies. Allez, c'est parti.
Alors les amis, du coup, je vous propose de faire autrement et d'en rester là pour cette vidéo qui sera donc une première partie consacrée aux colzas et aux orges au pluriel et escourgeons, pour vous faire une deuxième partie consacrée au blé et notamment à la parcelle qui est derrière moi, où on rentrera aussi dans le détail des différentes maladies qui concernent le blé, mais aussi les ravageurs, et on parlera dans cette deuxième partie aussi de la régulation, puisqu'il y a beaucoup d'idées reçues sur cette intervention qui peut être très utile, surtout des années comme cette année, peu lumineuses. Alors, ce qu'on a pu voir dans cette première partie, c'est que la majorité des maladies se stockaient sur les résidus de récolte. C'est très très important, d'où l'intérêt d'avoir une activité biologique qui va accélérer, améliorer l'entièreté des décompositions et ne pas retrouver, comme dans certaines parcelles, plusieurs années d'assolement par des résidus qui sont toujours présents dans la parcelle et non décomposés. Ce sont des hôtes privilégiés aux maladies. On a pu voir aussi que certaines maladies sont intraparcellaires, c'est-à-dire qu'elles sont liées à la parcelle et à l'historique de la parcelle, et notamment à ce qui peut se passer dans le sol, quand d'autres maladies peuvent contaminer l'ensemble de la plaine de vos autres parcelles ou celles de vos voisins. Alors vous voyez, c'est quand même important de les reconnaître, de comprendre aussi leur fonctionnement. Alors je ne suis pas rentré dans le détail, je n'ai pas vocation à tout donner sur une chaîne YouTube, ce serait trop long, trop lourd, et vous me le reprocheriez ou ne regarderiez pas les vidéos dans leur entièreté, ce qui est souvent déjà le cas aujourd'hui. Alors on a fait simple, on a énuméré les conditions, et cette année, il faut le dire, on a des conditions majoritairement favorables au développement de nombreuses maladies avec de forts pouvoirs de nuisance sur nos cultures, et aussi, et c'est pas rien, des difficultés d'intervention, que ce soit en agriculture biologique comme en agriculture classique. Alors les amis, je vous donne rendez-vous pour la deuxième partie que je vous mettrai en ligne rapidement. Et puis n'oubliez pas de liker cette vidéo et de la partager. Et je vous dis rendez-vous dans le blé qui est derrière moi dans la prochaine vidéo.